La Galerie des 5 continents succède au Pavillon des Sessions, qui depuis 25 ans était le lieu de l'exposition, de la présentation des arts d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, ici au cœur du Palais du Louvre. On avait une présentation par continent, donc en suivant un parcours géographique, d'un certain nombre de pièces qui étaient non européennes. C'est un espace qui a été pensé en son temps comme une sorte de manifeste d'égalité esthétique entre toutes les cultures du monde. C'est un projet qui a été porté notamment par le président Jacques Chirac en préfiguration de la création du musée du Quai Branly. Mais 25 ans après ce geste fort, fondamental au cœur du Palais du Louvre, il paraissait nécessaire de mettre à jour le principe même de ce lieu qui finalement se trouvait assez éloigné de la grande centralité du musée. C'est la raison pour laquelle les équipes du musée du Quai Branly et du musée du Louvre, pendant 3 ans, ont travaillé à une présentation qui rassemblerait les objets issus des 2 collections. On a décidé de présenter des œuvres des 5 continents, donc on inclut aussi l'Europe. On fait dialoguer ces œuvres entre les unes avec les autres. Et dès lors que l'on met en commun, en dialogue, en face à face, des objets de continents, d'époques, de sociétés, de cultures différentes, on voit tout à coup apparaître ces questions qui frappent à la fois par leur universalité et en même temps par la diversité des réponses qui leur sont apportées. Et donc on ne prend plus le parti du parcours géographique bien sûr, mais du parcours thématique. Il y a à peu près 9 thématiques qui sont développées. Elles touchent à des interrogations, à des réflexions qui traversent l'humanité entière. Venir au monde et le quitter. Naître et mourir, donc les objets qui sont liés à ces fonctions, qui évoquent la vie dans beaucoup de cultures du monde, y compris aussi en Europe autrefois. On a cette idée qu'après la mort, il y a une deuxième vie qui commence ailleurs. Et puis on a d'autres thématiques qui se développent ensuite. Croire, comment s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse. Les religions, les rituels qui sont liés à travers des objets, donc qui permettent de faire des liens entre ces croyances personnelles, collectives, et le monde des esprits, le monde des divinités, le monde de Dieu. Ensuite, on a une autre thématique sur le pouvoir. Comment incarner le pouvoir, le représenter, comment affirmer son prestige personnel, social, économique. Est-ce qu'il y a seulement la figure du chef? Est-ce qu'il y a des groupes, des individus qui émergent, qui ont plus de pouvoir que d'autres? Et puis encore d'autres thématiques sur la protection par rapport à la malveillance. Quels sont les objets qui nous permettent d'anticiper un peu le destin auquel on sera confronté? Les relations aussi de l'homme, de l'individu, des communautés avec l'environnement. Comment précisément obtenir les grâces, les faveurs de la nature ou du destin. Et puis on termine avec les frontières du monde humain et des autres mondes, donc tout ce qui est de l'hybridité. Ce qui nous définit comme non animal ou non bestial. Et puis il y a une petite section qui est très spéciale sur les œuvres non européennes qui sont présentes dans les collections du Louvre, qui sont vraiment traitées de façon à part, mais qui sont importantes dans ce parcours. Tous ces objets partagent la même finalité. Ce qu'on a voulu montrer, qu'à travers la distance, à travers même le temps, certains objets restent les mêmes. Alors ils changent de forme, ils changent de matériaux, mais quand on les remet ensemble, on comprend les liens qu'il y a eu. Et justement, c'est très intéressant de voir ce qui les différencie, ce qui les oppose et parfois ce qui les rassemble. Le visiteur, dans cet espace, est rendu à sa liberté d'apparenter lui-même, de rapprocher lui-même des œuvres qui, dans des catégories plus traditionnelles de musée des Beaux-Arts, se trouveraient éloignées, dans des salles parfois très différentes. Ici, c'est la première section thématique de ce parcours, qui s'appelle « Naître et mourir », en gros les 2 bornes de l'existence humaine. Dans une partie de cet espace sont évoquées des images de la maternité qui renvoie bien sûr à la naissance, mais aussi au lignage. C'est aussi l'idée d'évoquer bien sûr la famille, et aussi la prospérité. Donc il y a beaucoup de choses qui se recoupent. On connaît très bien les images de maternité associées à une religion en Europe. L'image de la mère à l'enfant, mais c'est aussi le cas pour certaines cultures, et par exemple pour la sculpture qui est derrière moi, pour le Cameroun. Vous avez une œuvre qui date du début du 19e siècle, qui est attribuée à un artiste bangwa du Cameroun, et qui représente vraiment la maman avec son enfant, et elle est en train d'allaiter le petit bébé. Il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas connaître sans avoir fait des recherches autour de l'objet. La coiffure de cette femme évoque le fait qu'elle est mère de jumeaux. Et c'est plutôt une information qu'on ne pouvait absolument pas déceler, vu qu'elle n'a qu'un seul enfant sur les genoux. Mais l'artiste n'a pas représenté la mère avec ses 2 enfants, mais il a représenté qu'un seul enfant, parce que c'était l'idée de transmission de lignage qui était importante, de la bonne santé de l'enfant, de la bonne santé de la mère. Et c'est sans doute un personnage important. Tout le monde ne faisait pas sculpter son image avec son enfant.
Donc c'est sans doute une femme de chef qui a eu des enfants et qui a ainsi assuré le lignage du chef. Et maintenant, ici, cette très belle Vierge à l'enfant, issue des collections du musée du Louvre, d'origine espagnole, aragonaise plus précisément, qui date du XIVe siècle, qui est un monument de dévotion chrétienne, catholique assez traditionnel, assez courant dans l'Europe médiévale, en bois, polychrome, peint, qui a conservé toute sa polychromie d'ailleurs et qui est assez éclatant. Et il se trouve ici en regard de deux autres maternités qui sont elles-mêmes sculptées en bois, dans des poses, des gestes qui montrent une forme de similarité. Dans ce cas précis, il s'agit d'une iconographie très traditionnelle. La Vierge à l'enfant, c'est à la fois ce lignage, cette transmission, cette garantie de protection dans la tradition chrétienne. On voit ici l'enfant d'ailleurs attraper un morceau de pétale d'une fleur rouge, qui est une sorte de préfiguration de ce que sera sa passion, sa souffrance sur la croix et du sang qu'il versera. On voit donc là, ici, tout l'esprit de dévotion qui est attaché à cet objet. Mais en même temps, il est aussi un objet qui représente une maternité. Et cette relation de transmission, de maternité, de protection, elle emprunte des codes, celui du geste, celui du maintien, celui de la pose, qui sont des codes d'une très grande humanité, qui précisément dialoguent dans cet espace et avec ces autres représentations de la maternité d'une manière particulièrement pertinente. Nous nous trouvons dans une section intitulée « Croire » qui renvoie à notre rapport au sacré, c'est-à-dire à tout ce qui est invisible, impalpable, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui touche à ce que l'humanité ne peut pas directement appréhender. Et l'enjeu de cette section, c'est de montrer la manière dont les objets ont été utilisés, transformés, investis par les sociétés et les cultures à travers le temps et l'espace pour tenter précisément de se rapprocher de ce sacré qui nous dépasse, de communiquer avec le divin ou de le matérialiser, de le représenter. Tenter de comprendre ou de s'approprier cet univers qui ne relève pas de l'observation directe ou du savoir, mais de la croyance. Ici, on a une très belle œuvre qui vient d'Indonésie, de l'île de Nia, qui est attribuée à un artiste Nia, et qui représente en fait un ancêtre défunt. Donc il faut imaginer dans le contexte que cette pièce est normalement reliée à la maison, elle est présentée à l'extérieur par une série d'anneaux en feuilles végétales, qui fait le lien physiquement entre la statue et la maison, et aussi entre l'ancêtre et les vivants. C'est une pièce qui est très célèbre parce qu'elle a été photographiée par Man Ray, et elle a fait la couverture d'une grande exposition qui a été consacrée aux surréalistes à la Galerie Pigalle, et qui était en fait la preuve déjà que les artistes européens s'intéressaient à toutes ces pièces qui étaient non européennes, plutôt des continents du Sud. C'est une pièce qui est importante, et c'est ce qu'on évoque aussi avec le petit cartel Histoire dans la vitrine, qu'on a fait des recherches sur l'origine des objets. On présente leur provenance pour montrer en fait le parcours des objets à travers les collections. Comment est-ce qu'ils sont arrivés jusque dans les collections françaises, jusque dans les musées français et même jusqu'au Louvre. Nous avons ici un crucifix. Crucifix qui est peut-être l'objet de dévotion dans le monde catholique le plus courant, le plus répandu. Ces objets qu'on investit d'une charge, d'un récit, d'une émotion ou d'un pouvoir particulier pour communiquer avec les mondes qui nous dépassent. Mais nous présentons aussi cet objet parce qu'il a une histoire tout à fait particulière qui rejoint ce principe de transparence vis-à-vis de la provenance des objets ici rassemblés. C'est un crucifix évidemment d'origine européenne, espagnole plus précisément, mais qui n'a pas été fabriqué en Europe, en Espagne. C'est un objet qui a été fabriqué dans des ateliers de Chine du Sud, au XVIe siècle, où les Espagnols trouvaient une main-d'œuvre et un système productif qui leur permettait de produire ces objets de dévotion à très grande échelle. Mais cet objet en particulier n'a pas non plus été retrouvé en Chine. Il a été retrouvé au Brésil, puisque les Espagnols qui délocalisaient, si je puis dire, leur production en Chine, faisaient ensuite transiter ces objets par le Pacifique, le Mexique, avant de les envoyer en Espagne et en Europe à travers l'Atlantique. Et c'est donc probablement à Mexico qu'une partie de ces objets se trouvait déroutée pour irriguer le marché espagnol d'Amérique du Sud. Ce qui explique probablement comment cet objet, dont nous avons perdu la croix de bois, mais conservé le Christ en ivoire sculpté au centre, s'est retrouvé au Brésil, où il a été acquis il y a quelques décennies. Et on voit bien ici comment l'objet, par ces différentes circulations, a matérialisé précisément l'expansion à l'ère des grands impérialismes de l'époque moderne, de ces croyances, en particulier ici, d'un christianisme qui était directement adossé à la politique coloniale de l'Espagne au XVIe siècle.
Nous sommes ici dans la troisième section du parcours qui concerne les objets qui sont en rapport avec le pouvoir, la matérialisation du pouvoir. Donc à travers les cultures du monde entier et à travers des époques très différentes, comment est-ce que le pouvoir s'est incarné, s'est matérialisé, sous quelle forme? Derrière moi, par exemple, vous avez une statue qui vient du Vanuatu. C'est une sculpture qui évoque le grade atteint par le propriétaire de l'objet dans la hiérarchie sociale. On a une très grande sculpture qui était placée devant la maison du propriétaire, qui évoque le fait qu'il a grimpé, qu'il a gravi les différents degrés de la hiérarchie sociale. La seule chose qui évoque sa richesse, c'est cet extraordinaire montant qui est au-dessus de sa tête avec des mâchoires de cochons qui ont été sacrifiés avec une dent qui a fait un cercle un peu comme pour un sanglier. C'est un objet qui évoque un pouvoir, mais qui n'est pas le pouvoir ni militaire ni politique, mais un pouvoir, une sorte de prestige et un pouvoir de sagesse, de richesse et qui nécessitait la reconnaissance de tous ceux qui avaient bénéficié de ces largesses. Alors la couleur bleue est assez extraordinaire. On l'appelle l'homme bleu, c'est un peu une icône de la Galerie des 5 continents. C'est en fait exceptionnel puisque toutes les autres sculptures de ce même type qu'on connaît sont peintes plutôt dans les tons rouges. La couleur bleue est due au fait que le propriétaire est converti au protestantisme, a abandonné ses anciennes valeurs. Et du coup, il n'a pas détruit cette œuvre, il ne l'a pas abandonnée, mais il n'a juste pas repeint en rouge comme exigeait la tradition, mais plutôt en bleu. Il a fait comme Picasso, comme il n'avait pas de rouge, il a mis du bleu, et voilà. Donc ce qu'on attribue à Picasso, on peut aussi l'attribuer à ce grand personnage du Vanuatu. Nous sommes dans la section consacrée à l'autorité et nous sommes ici devant une sculpture romaine qui représente Lucius Aelius César, issue des collections du musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et cette sculpture, par sa blancheur, vient tout de suite entrer dans un dialogue très fort avec l'homme bleu du Vanuatu qui lui fait face. Contraste de couleurs, mais pas de posture, puisque Aelius César se tient droit, dans une grande monumentalité, dans une grande verticalité. Et tout comme l'homme bleu d'ailleurs, il signale par des attributs son autorité. Ici, l'autorité lui vient du paludamentum, ce grand manteau militaire qui assoit son autorité, c'est-à-dire sa capacité à être obéi, sa capacité à commander dans l'espace urbain, puisque ce monument est destiné à être vu, à être regardé, et donc à interpeller très directement le spectateur pour rappeler ce qui est précisément le pouvoir de commander de l'individu représenté. Nous sommes ici aussi en présence d'un portrait. Et cette section, Manifester l'autorité au cœur de la Galerie des 5 continents, elle montre aussi comment le portrait, le genre du portrait, l'art du portrait a été utilisé partout sur la planète pour précisément aussi communiquer cette idée du pouvoir en conservant les traits de celui qui en est le détenteur, de l'autorité politique, de l'autorité militaire, mais en conservant aussi ces traits pour l'éternité, c'est-à-dire en fixant l'image du souverain, de la personne d'autorité dans le temps le plus long possible, voire dans certaines cultures jusqu'à l'éternité. Pour moi, là ici on est dans la section qui s'intitule « Expliquer le monde » avec un certain nombre d'objets qui renvoient à des mythes d'origine, mais aussi à la connaissance du monde. Et en fait, ça explique, ça donne une explication sur le monde, alors scientifique ou poétique. Et c'est un peu voilà, ce que j'espère que le visiteur va garder en tête en quittant cet espace, c'est-à-dire qu'il aura appris beaucoup de choses, mais j'espère aussi qu'il aura été séduit, qu'il aura été emporté, ou il aura découvert d'autres formes d'expression artistique sur des thématiques universelles et qui renvoient bien sûr à sa propre personnalité. Ce qu'on a assumé dans la Galerie des 5 continents, c'est aussi une part d'expérimentation. C'est une nouvelle façon de voir les œuvres, c'est une nouvelle façon de présenter les œuvres, c'est une nouvelle façon de réfléchir à partir des œuvres, à des thématiques qui sont évidemment liées à l'histoire de l'art, c'est la mission de nos musées, mais plus généralement à l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Ce qui est intéressant dans la manière dont on se pose des questions dans cet espace, c'est qu'on voit que ces questions, elles ont parfois peut-être 6000 ans d'âge, et en même temps, elles sont d'une très brûlante contemporanéité. Ce sont des questions qui ont traversé les siècles précisément parce qu'elles ont une justesse, une pertinence qui vaut pour toutes les époques. Et l'idée, c'est donc de pouvoir, à l'issue de cette visite, emporter avec soi une partie de ces questions qu'on se pose devant ces objets pour voir comment précisément ces questions sont aussi pertinentes devant des objets d'autres cultures, parce que avant de nous parler de cultures très lointaines, parfois ces objets parlent aussi de nous-mêmes.
et que peut-être la visite de cet espace, la découverte de cet espace au cœur du Louvre soit aussi le prémisse à une redécouverte du reste du musée du Louvre sous une autre lumière, dans une façon qui offre peut-être plus de liberté dans la manière dont on connecte les genres, les périodes, les techniques, les cultures, les sociétés, les époques entre elles, pour voir précisément comment à partir de la pluralité des mondes qui sont représentés au musée à travers les objets qui y sont exposés, on peut tisser les récits les plus multiples mais aussi les plus libres possibles.